Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilbert Collard. Bonjour. Oui, bonjour. Vous Merci allez bien? d'être là avec nous. Et vous, ça va? Moi, comment pourrais-je aller mieux? Bon, c'est que le début. Vous me dites, on verra à la fin si vous me dites la même chose. Député Front Ah ben National. dis donc, vous êtes funèbre, vous. Non, député Front National du Gard. On est dans l'actualité, on parle évidemment de Donald Trump. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui ou demain ou plus tard qu'il devrait présenter concrètement ces mesures protectionnistes sur l'acier, sur l'aluminium, des mesures qui ont suscité l'ire, la colère, une vague de protestation au niveau mondial, même l'Union européenne, où vous avez vu, qui s'apprête à réagir. Ça le fait sourire un petit peu, sur le jus d'orange, sur le beurre de cacahuète, sur le bourbon. Les jeans, les jeans. Et sur les jeans Levi's. Jeans, très important. Gilbert Collard paiera plus cher son jean Levi's. Oui, oui, ils sont bourbons surtout, ce qui est grave. Les deux peuvent aller ensemble. Encore une fois, le président américain, il a été élu, c'est vrai, il a été élu sur ce projet. Beaucoup de gens doutaient qu'il aille encore une fois jusqu'au bout. Il a raison, selon vous, de tenir le cap, même s'il prend ce risque de déclencher peut-être une guerre commerciale quand on voit les mesures de rétorsion qui sont déjà brandies. Bon, écoutez, d'abord, il a réussi son coup. On parle de lui, on parle de ses mesures. Il a, comme d'habitude, déclenché une séparation entre deux camps, les pro-Trump, les anti-Trump. Bon, moi je pense qu'à l'heure actuelle, les seuls pays qui réussissent à lutter contre la mondialisation sont les pays qui instaurent un protectionnisme. Exemple, la Chine. Bon. Alors, on ne peut pas donner tort à Trump de vouloir défendre les intérêts de son pays. On n'a qu'à faire pareil, intelligemment, à condition que nos économies, dans leur structure, nous permettent de le faire. Quand on voit le président de la Commission européenne qui dit « on sera aussi stupide ou bête que Trump », sick, hein? Oui, c'est vrai. Il l'a dit. Il l'a dit, bon. On peut être sûr qu'ils vont être aussi bêtes, quoi. Bon, ils vont être aussi bêtes, bon. Où nous mène cette escalade verbale? Et donc, alors, il a raison. À vous écouter, il a raison, Donald Trump, d'aller jusqu'au bout? Moi, je pense qu'il a raison. D'un point de vue politique. D'un point de vue politique. Mais peut-être pas d'un point de vue économique, quand même. Hein. Alors, et là, on va en parler. Non, mais d'un point de vue économique, franchement, autant d'économistes interrogés, et là, on avait une espèce de colloque avant d'entrer, hein, avec des gens de qualité. Les avis divergent. Les avis divergent. Ce qui est certain, c'est qu'on voit s'installer des tensions sur le plan économique entre les pays. Et tout à l'heure, vous évoquiez les moyens de rétorsion que la Chine pourrait utiliser. Via les bons du Trésor américain. Voilà. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on aurait des moyens techniques de contrebalancer, de contrecarrer l'action de Trump. Mais on ne peut pas reprocher au président d'un État de faire ce pourquoi il était élu. Non, mais il a été élu en plus là-dessus. Je veux dire que c'est quand même directement dans son programme. Hein, si on retourne au programme initial, on voit bien qu'il l'a annoncé. Quoi. Ça a été dit très clairement, répété. Il veut protéger les intérêts de son pays. Alors maintenant, est-ce qu'il ne risque pas de faire ce qui s'est passé en 1930 avec la fameuse loi que vous évoquiez tout à l'heure, hein, qui a fait qu'aggraver... Qui a précipité les choses. C'est pas impossible, mais il n'y a rien de plus instable, de plus irrationnel que l'économie. Alors quand on dit ça aux économistes, on a l'impression qu'on les vexe parce qu'ils veulent se replier derrière l'idée d'une science. Mais c'est pas une science, l'économie, c'est un art. L'économie, elle est construite sur les réactions subjectives des hommes, hein, on est d'accord. Bon, alors, on ne sait pas du tout où le protectionnisme de Trump va nous mener, mais la question qui me préoccupe, moi, c'est de savoir quelle capacité de réponse nous avons. Alors on va parler juste, Gilbert Collard, on va parler de la réponse des Européens et de la France. Mais quand on voit le président de la Commission des finances du Sénat aux États-Unis, qui est un républicain, qui nous dit quoi? Ces taxes, ça va pénaliser le consommateur américain, les industriels américains qui utilisent de l'acier. Le consommateur, au final, c'est lui qui paye. On le sait, l'histoire nous l'a montré, ses droits de douane, c'est ça la réalité. Il va pouvoir sauver, peut-être, Donald Trump, à juste titre, des emplois dans l'acierie, le secteur, les boîtes de taille moyenne, effectivement, mais il y aura aussi pour conséquence, il y aura des dommages collatéraux, et la conséquence, ce sera des hausses de prix pour les consommateurs et pour les industries qui consomment de l'acier. Ça, on est assez bien documenté là-dessus. Donc il y a ce qu'on gagne d'un côté, mais qui est petit par rapport à tous les risques et tout ce qu'on perd de l'autre. Président de la Commission des finances du Sénat américain, qui est républicain. Non mais d'abord, c'est pas parce qu'il est président de la Commission des finances qu'il est prix Nobel d'économie. Hein, et même le prix Nobel d'économie peut se tromper. Bon. Il est républicain. Bon, mais on ne peut pas, dans la dialectique, trouver
de réponse qui n'est pas le pour et le contre. C'est impossible dans la vie. Bon. Toute mesure a un effet discutable. L'Inde, quand même, ça ne vous a pas échappé, elle a augmenté ses droits de douane sur une 50aine de produits pour se défendre. Bon. La Chine a fait de même. Bon. Donc il y a quand même un vent de protectionnisme qui est le produit pour moi, mais je peux me tromper, je suis juriste. Qui est sain, il est sain ce vent de protectionnisme. Et quelque part, il est la conséquence d'un état général conflictuel sur le plan économique, qui préfigure à mes yeux d'autres conflits. Moi je pense que les tensions économiques sont les porte-avions d'autres tensions. Voilà. L'histoire nous l'a montré. L'histoire nous l'a montré, l'histoire nous l'a répété, l'histoire nous... On n'apprend pas justement des leçons de l'histoire. Mais non. Donc vous devriez dire, donc il n'y a pas une contradiction. Vous dites effectivement, il est élu là-dessus, il le fait, c'est bien. Et en même temps, on sait que l'histoire nous a appris que ça nous mène dans le mur et à des guerres. Quand on est honnête intellectuellement, on est contradictoire. Sinon, on est totalitaire et con. On est linéaire. Je pourrais vous tenir le discours d'un membre du Parti communiste des années 50. Moi, je suis quelqu'un qui essaye d'appréhender la réalité. Hein, je crois aux ordres de la réalité. Bon, le fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des tensions économiques planétaires, nous avons une mondialisation, en plus très compliquée à percevoir, très souterraine. Hein, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui finance qui, on ne sait pas qui dirige qui. Je veux dire, c'est très compliqué. Et l'Union européenne manque de clarté là-dessus aussi. Hein. Alors qu'on défende son pays, pour moi c'est une priorité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais à la question simple, Gilbert Collard, est-ce qu'il a raison ou tort? Moi je pense que oui, je vous réponds oui. Il a raison d'aller au bout des mesures protectionnistes. Je pense qu'il a raison. Au risque de déclencher une guerre commerciale et peut-être un conflit derrière, c'est vous qui le dites. Mais ça. Oui, mais a-t-il le choix? A-t-il le choix dans la situation vous savez quel est le choix américaine? Et loin de moi l'idée, Gilbert Collard, de vous faire une leçon d'économie. Mais vous savez avec, moi, je suis pas allé prendre, avec qui les États-Unis ont le plus gros déficit commercial? Avec qui? Je ne sais pas, vous allez me le dire. La Chine. Plus de la moitié du déficit commercial américain vient de la Chine. Vous savez ce que représente, vous l'avez dit tout à l'heure, ce que représente l'acier dans les importations, l'acier chinois dans les importations américaines? 2%. Donc avec cette mesure, il ne résout pas le problème de fond. Il tape à côté. Il ne corrige pas ce déficit bilatéral avec la Chine. Donc c'est une mesure qui est politique. Et puis voilà, mais qui économiquement est insensée. Mais j'aurais aimé vous l'entendre dire. Non, mais parce que vous êtes quelqu'un de sensé, de rationnel. Non, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Ah. Mais l'erreur, à mon avis, que vous commettez, c'est d'être collé à votre tableau noir avec votre craie. Et de laissez-moi finir. Oui, allez-y, finissez. Ayez la courtoisie de me laisser finir. Allez-y, cher Gilbert Collard. L'économie, vous l'avez admis tout à l'heure, c'est pas une science qui se construit en dehors de la psychologie. Trump, à l'heure actuelle, il est en train d'asseoir des annonces d'autorité pour qu'on les prenne en compte. Peut-être que ces mesures vont amener les uns et les autres à... Parce qu'on est dans la faiblesse, nous. Il joue au poker, là. À courber les chines. Mais bien sûr. Et vous allez voir, je peux me tromper, et on verra qui du professeur d'économie ou du professeur de psychologie a raison. Vous verrez que l'Union européenne va s'écraser, qu'elle ne va pas trouver une... Mais vous savez, pardon, je coupe, mais c'est lui qui courbe les Chines face à la Chine. Mais là, il est bien obligé. Face à la Chine. On frappe sur les faibles, mais vous avez raison de dire ça, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on va être capable de faire, nous? C'est la question qui se pose. Parce que, je m'excuse, mais si vous voulez être chinois, c'est votre affaire. Mais moi, je suis français. Et puis, je suis un Français qui est dans l'Union européenne. J'en suis pas ravi. Mais pour une fois, l'Union réagit rapidement. Attendez, mais en 10 ans... Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'instant? On attend de voir ce que Trump a proposé. C'était aussi une façon de faire pression sur Trump. En 10 ans, on va taper dans les produits qui concernent les secteurs électoraux de Trump. Eh oui. Eh ben voilà, on est dans la grandeur, là. Vous me direz... Guerre pour guerre, moi je peux le comprendre tout à fait. Mais vous auriez peut-être fait pareil, vous aussi. Non, mais je peux le comprendre, j'aurais probablement fait pareil. Mais entre nous, et c'est là où la vraie question va se poser, est-ce que notre riposte va être adaptée aux mesures de rétorsion, de protection? En termes de montant, oui, c'est 3 milliards. 3 milliards sur 3 milliards de produits. Je suis d'accord avec vous, mais comment va-t-on le structurer, l'organiser, le décider? Que n'aurait-on pas dit si l'Europe n'avait pas réagi? À votre avis, on va mettre
c'est pas une colle que je vous pose, hein, c'est de l'interactivité. Hein. À votre avis, on va mettre combien de temps à réagir? Plusieurs mois, sûrement. Non? Allez, on fait comme dans les tribunaux, on prend acte. On prend acte. Bon. Combien de mois, allez-y? Aucune idée, je dirais plusieurs mois. Mais non, aucune idée, vous êtes un économiste. Non, je dirais plusieurs mois, mais vous êtes un je ne suis pas omniscient. Non, mais vous êtes un spécialiste des questions. Donnez-moi un délai. Je dirais quelques mois. Quelques mois, ça ne veut rien 6 mois. dire. 6 mois. Fernand Reynaud. Allez, entre 6 mois et 1 an. C'est Fernand Reynaud entre 6 mois et 12 mois. Voilà. Alors? Et ça vous paraît vraiment une riposte adaptée, une réflexologie de défense rapide? Après, ça dépend de la rapidité de la saisine de l'OMC, etc. Bon, en changeant de sujet. Oui, d'accord. Bon, autre sujet. On revient en France parce qu'il y a plein de choses à dire sur toutes ces réformes. Vous avez vu toutes les réformes du président Macron qui continuent pied au plancher en 2018. Oui, j'ai vu la ça. Justice, la SNCF, les institutions, la formation professionnelle, le logement. Avouez que jamais autant de réformes ont été ouvertes en même temps. Ça vous donne le tournis ou est-ce que... On arrive. D'abord, ce sont des réformes. Moi, je vais parler d'un domaine que je connais bien, c'est la justice. Les réformes qu'il fait sur la justice sont des réformes, mais absurdes, inutiles. Par exemple, quand il dit qu'on va utiliser le bracelet électronique comme une peine de substitut, comme une peine à part entière. C'est absurde. On applique le bracelet électronique dans le cas de nombreuses condamnations par le biais d'une décision du juge de l'application des peines. Donc il réinvente l'eau chaude? Il n'invente rien. Il a un côté transformiste. Voilà. Il est capable de donner une couleur différente à des choses qui existent. Bon. Mais je vous garantis que si vous vous reportez à une interview du reste d'un magistrat syndicaliste dans le Parisien d'aujourd'hui, il est parfaitement expliqué par ce magistrat que les réformes de M. Macron n'apportent rien, que tout existe. La seule chose, c'est le fait que la peine de prison au-delà d'1 an ne sera pas aménageable. Ce qui veut dire que... Contre combien aujourd'hui? 2 ans. C'est 2 ans. 2 ans. Ce qui veut dire que le juge n'aura plus, dans certains cas, le moyen de faire aménager une peine par le juge de l'application des peines. Bon. Alors, on a tout essayé pour combler la difficulté de la surpopulation carcérale. Macron, il a inventé un truc génial, il supprime les délits. Il supprime la peine. La peine d'1 mois de prison n'existe plus. On va la remplacer par des travaux d'intérêt général. Quand on sait ce que sont les travaux d'intérêt général dans la pratique, on rigole. Moi, pendant qu'il y est, M. Macron, moi je peux lui donner un conseil. Hein. Il peut supprimer les victimes aussi. Ce sera plus facile. Hein. Il n'y a aucune réforme Macron que vous plébiscitez ou vous applaudissez? On pourrait voir Gilbert Collard applaudir comme ça. Il y en a quelques-unes. Si vous me posiez des questions... Notamment sur l'économie. Moi, sur l'économie, je trouve qu'il a vraiment aggravé les taxes. Quand vous pensez, enfin quand même, la taxe sur les abris de jardin. Sur les cabanes. Vous êtes au courant? Qui existe et qui a été augmenté de 3%. 50, je sais plus, ils ont allongé ils ont démultiplié le coût de la taxe en fonction de la dimension de l'abri de jardin. Bon, enfin, moi, j'ai noté tout à l'heure 8 impôts nouveaux, des taxes, il y en a en quantité. Il y a la baisse de la taxe d'habitation, l'augmentation de la CSG, c'est que les retraités sont furieux. Bon, le pouvoir d'achat a chuté. Bon, l'essence, le diesel ont augmenté. Bon, la loi travail, pour moi, elle constitue vraiment un échec sur le plan... Un peu tôt pour juger quand même, non? Un peu tôt pour juger, je vous l'accorde, mais du point de vue de la théorie, je ne suis pas satisfait. Mais vous avez raison, il faut le temps de l'expérimentation, et je l'accorde volontiers. Hein, mais je ne vois vraiment pas qu'elle... Non mais, il fait semblant de faire des réformes. C'est ça qui est extraordinaire, et que ça marche. La transformation de l'ISF mais ça a tué l'immobilier. On voit rien pour l'instant dans l'immobilier. Non mais attendez, vous allez... Là, vous jouez les Cassandres, là. Moi, je pense que vraiment, c'est la preuve la plus évidente qu'on a affaire à un banquier. Il a trouvé une mesure qui favorise toute l'immatérialité de la finance, tout le jeu des actions, tout le fonctionnement boursier. Ça, c'est une évidence. Et ça veut dire... Et investir dans l'économie réelle, dans les entreprises françaises, c'est pas une bonne chose? Mais c'est une très bonne chose d'investir dans l'économie. Mais vous croyez... parce que vous croyez qu'il faut cette mesure
pour investir dans ce que vous appelez l'économie réelle, comme s'il y avait une économie réelle entre nous. Bon, revenons au sens des mots aussi. Bon, vous croyez qu'on a besoin de ce texte pour investir alors pour rendre les placements en actions plus attractifs d'un point de vue fiscal par rapport aux placements immobiliers, parce que les Français ont beaucoup d'immobilier dans leur patrimoine, je vous l'apprends pas. Mais là, parce qu'on entre dans le jeu de l'immatérialité financière que je déteste, moi. Moi, je ne vois pas pourquoi l'immobilier... C'est quoi l'immatérialité financière? Mais c'est tout ce jeu de finances boursiers, d'actions, être actionnaire de Total, être actionnaire d'Air Liquide. En un clic, on peut faire circuler je ne sais pas combien de mouvements financiers aujourd'hui. Bon, donc ça, on nous prend pour des cons. En France, et pas seulement en France. Mais pas seulement en France, bien sûr que vous avez raison. Mais il y a d'un côté les gens qui savent parfaitement utiliser ces mécanismes financiers et qui sont les rois du pétrole, les milliardaires à qui appartiennent la presse, un monde très très fermé. Et puis il y a de l'autre côté les gens qui ne comprennent rien et qui ne savent pas qu'on peut démultiplier des avantages financiers par le trafic boursier, par le trafic boursier, c'est quoi le trafic boursier? C'est le jeu de la bourse. Mais c'est pas un trafic. Au sens latin du mot. Ah, au sens volume, transaction. Oui, bon... On joue sur les mots. Mais vous êtes inquiet pour le pouvoir d'achat des Français? Pourquoi? C'est étonnant que votre inconscient ait mis dans la signification de ce mot une connotation infractionnelle. Parce que je vous connais. L'INSEE est inquiet pour le pouvoir d'achat des Français. Oui, à vous écouter pour cette année? Oui. Même s'il y a une baisse de taxes d'habitation, même s'il y a une baisse de cotisations sociales salariales. Tous les spécialistes disent, même si un député d'En Marche a dit que le pouvoir d'achat, ce n'était pas important, je ne sais pas si vous avez pu l'écouter, il est de fait que le pouvoir d'achat des Français diminue. On s'en rend compte tous les jours. Et les retraités sont les premiers. Et je les comprends à s'en plaindre. Il reste quelques instants, je voulais vous en parler. On en a parlé un peu hors antenne, j'ai rien réussi à lui faire sortir hors antenne. Non, il a essayé, il n'a pas torturé, mais on n'en était pas loin. Sur Marion Maréchal Le Pen, 83% des sympathisants Front National, sondage qui sort aujourd'hui, IFOP pour valeur actuelle, 83% des sympathisants Front National souhaitent le retour de Marion Maréchal Le Pen, que vous connaissez bien dans la vie politique. C'est elle l'avenir du Front National ou pas? Non, mais ça, bon, écoutez... En votre fort intérieur, vous la connaissez, est-ce que vous aimeriez qu'elle porte les couleurs du Front National en 2022? Oui ou non? C'est simple comme question. Non, parce que pour l'instant, nous avons... Non, vous ne souhaitez pas qu'elle porte les couleurs du Front National en 2022. Est-ce que vous êtes capable... Je vous taquine, allez-y. Non, mais... Est-ce que vous êtes... Parce que si vous comprenez... J'aimerais une réponse claire, en fait. Non, mais vous comprenez... Non, si pas de circonvolution. Si vous répondez à... Faites pas comme Marine le sort du débat. Si vous répondez à ma place, il n'y a pas de problème. Laissez-moi répondre. Réponse directe. Laissez-moi répondre directement. Bon, voilà. Bon, et sans faire de gestes... Allez-y, Gilbert. Bon, moi, je pense que pour l'instant, Marine Le Pen est en fonction, qu'il n'y a pas de raison de faire de pronostics sur le remplacement de Marine. Marion a indiqué qu'elle allait ouvrir une école de formation politique. Absolument. Elle n'a pas déclaré qu'elle voulait revenir en politique. Je ne vois pas de quel droit je m'autoriserai à dire ce qu'elle ne dit pas. Bien sûr, mais... non, mais ça, vous pouvez le comprendre, ça? Bien sûr, mais vous avez compris aussi qu'on est un peu dans la stratégie. Quelle est dans la stratégie ce qu'on appelle de la carte postale? Vous faites un peu de stratégie politique aussi. Encore une fois, son discours qui a été remarqué à Washington devant la droite conservatrice, sans dire que c'est un point de départ de quoi que ce soit, mais c'est une petite carte postale qu'elle nous envoie pour dire « je suis toujours là ». Ça ne vous a pas échappé. Écoutez, si vous voulez jouer les facteurs, c'est votre affaire. Hein. Ou les boîtes aux lettres, ça vous regarde. Moi, je m'interdis de parler à la place des uns et des autres. Pour l'instant, que je sache, sauf à interpréter, comme vous le faites, les intersignes, les signes, le mouvement des étoiles, le bruit des flots et compagnie, bon... Marion n'a jamais dit qu'elle voulait revenir en politique. Bon, si demain... En votre fort intérieur, Gilbert Collard, est-ce que vous souhaitez qu'elle porte, oui ou non, les couleurs du Front National en 2022? Mais non, tant que Marine tiendra le mouvement, comme elle le fait, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui ne s'est pas déclaré candidat pourrait être candidat. Enfin, alors, à un moment donné, il faut quand même raison garder. Il faut attendre ce que disent les uns et les autres. Mais on a Marine Le Pen qui nous dit, il y a quelques jours, quelques semaines, qu'elle est prête à soutenir un autre candidat qu'elle à la prochaine présidentielle. Je cite, s'il est mieux placé. Mais on sait qu'elle est contre des primaires. Elle ne veut pas qu'il y ait de primaires au Front National lors du prochain congrès qui sera dans 3 ans. Comment est-ce qu'elle peut céder sa place? On regardera quoi? Les sondages? Elle dira, bah tiens, dans tel sondage, elle est mieux placée, bah ok, si Marion Maréchal était mieux placée, bah je laisse ma place. C'est flou, c'est contradictoire. Non, moi je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire dans ce qu'elle a dit. Si quelqu'un est mieux placé, si un journaliste est mieux placé que vous pour mener l'émission, parce que l'audimat le dit, vous serez remplacé. Ça sera le choix de la direction de Boursorama. Non, mais je veux dire que c'est le même mécanisme psychologique. Bon, je trouve que c'est très honnête ce que dit Non, mais Marine. le juge de paix, c'est quoi?
C'est vu qu'il n'y a pas de primaire, c'est quoi le juge de paix pour savoir si elle est mieux placée? C'est très honnête ce que dit Marine. Elle dit, si quelqu'un est mieux placé que moi, bon, on a suffisamment d'indicateurs politiques aujourd'hui pour pouvoir tirer une leçon des informations qu'on reçoit. Elle dit tout simplement que... Donc si les sondages sont meilleurs pour Marion Maréchal, elle s'efface. Elle dit clairement que ses idées sont plus importantes que sa personne. Que si demain, quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui, pouvait porter les idées au pouvoir, elle ne ferait pas de sa présence un obstacle à cet accomplissement. C'est bien. Je trouve que ça prouve que nos idées passent avant nos personnes. Et je crois que ça, c'est respectable d'un point de vue de la morale politique. Mais le mieux, c'est de trancher malgré tout par une primaire. Vous y étiez favorable? Moi, j'étais favorable au début. Après, quand j'ai vu le pugilat, c'est ça, la guignolerie que c'était au moment de Fillon et des socialistes. C'est une machine à perdre les. J'ai trouvé qu'on était en plus, bon, cette espèce de commerce médiatique, cette bouffonnerie d'antenne, ces journalistes qui, en plus, truc insupportable, ces journalistes dont la compétence... Qu'est-ce qu'ils ont fait encore, les journalistes? Mais non, ce qu'ils ont fait, quelles compétences ont-ils, je veux dire, pour se permettre d'arbitrer un débat comme ça? Enfin bon... Non, mais le fait que différents prétendants puissent débattre devant des militants, il n'y a rien de choquant. Mais qui débattent devant les militants, mais ils n'ont pas à débattre. Mais pas de caméra. Mais parce qu'ils s'adressent à des gens qui sont dans pas l'entre-soi. Qui sont, mais en entre-soi... Quand vous aurez fini votre catalogue de la Redoute, vous me le direz. Hein, bon, on a à débattre devant les militants. On n'a pas à débattre devant des hommes et des femmes qui ne sont pas adhérents du mouvement. Puisque par définition, ce sont les adhérents qui doivent désigner le président ou éventuellement le candidat. Et tous les adhérents ne pourraient pas rentrer dans une salle. C'est pour ça aussi qu'on fait une émission pour que tous les adhérents puissent regarder. Non, mais attendez, les adhérents peuvent parfaitement, après, suivre sur Internet ou sur un site web ou sur une diffusion interne pour ou contre, alors, le débat. Une primaire au Front National. Pardon ? Pour ou contre une primaire en 2021 je suis contre parce que c'est une guignolade, quoi. Bon, quand on voit ce que ça a donné lors des précédentes élections, bon, franchement, et puis ça donne pas une belle image de la politique. Bon. Honnêtement. Est-ce que vous considérez que ces primaires ont donné une belle image de la politique? La primaire, à droite, encore une fois, on ne peut pas imputer la défaite de François Fillon. Non, mais j'ai pas dit ça. L'image générale de la politique. 4 millions de gens qui sont déplacés pour voter, pardon, non, c'était plutôt... 4 millions de gens qui sont déplacés pour voter, parmi eux des socialistes, parmi eux des frontistes. C'est dilué, sur 4 millions, c'est dilué, vous le savez. Bon, attends, mais non, mais on sait très bien qu'il y a eu des intrus dans l'électorat. À la marge, noyés dans 4 millions de gens qui ont voté. Mais de toute façon, ça veut dire quoi? Bon, regardez, les virés de la primaire, on les retrouve quasiment ministres aujourd'hui. Bon, le maire, enfin, il a fait combien le maire à la primaire? Le maire, il a fait que quelques pourcents, 3-4, non, c'est ça? Moi même, je crois. Ouais. Bon, si elle revenait, on finit là-dessus, Marion Maréchal Le Pen, elle reviendrait en dehors du parti? Elle pourrait revenir en dehors du parti? Mais... Bon, je vais traiter votre fantasme. Bon, imaginons... on termine là. Imaginons que Marion ait envie de revenir, ce qui est son droit aussi. Hein. Oui. Bon. Vous la connaissez bien. Hein. Oui, je la connais bien, je l'aime bien. Elle est partie à cause de Philippot, il ne faut quand même pas l'oublier. Ce n'est pas à cause de Marine qu'elle est partie. Elle n'a rien contre Marine. Comme moi, Philippot, vraiment, l'énervait. Bon, moi, j'ai failli partir aussi à un moment donné. Bon, elle en a eu marre, elle est partie. Bon, si elle a envie de revenir, j'imagine pas qu'elle revienne par effraction. J'imagine pas qu'elle revienne par renversement de la table. Je l'imagine pas. Et elle n'ira pas au conflit avec sa tante? Je ne le pense pas, je ne le crois pas. Je ne le crois pas, il n'y a pas de conflit entre Marion et Marine. Il y a eu un conflit entre Marion et Philippot, comme il y a eu un conflit entre moi et Philippot. Peut-être que si Marine avait arbitré à ce moment-là en faveur de Marion, les choses auraient été différentes. Mais il n'y a pas de conflit entre la tante, entre Marion et sa tante. Vous le dites avec aplomb. Je le dis avec l'aplomb qui sied à une conviction. Oui. Bon. J'espère que les faits ne vous démentiront pas un jour et qu'on ressortira cet extrait. Mais si les faits, non mais moi, vous savez, moi je crois à la dialectique. Hein. Si je me trompe, je le reconnais. Je le reconnais, on a le droit de se tromper. Au vu des éléments que... Vous ne vous êtes jamais trompé dans votre vie? Je suis sûr. Eh ben alors. Et encore aujourd'hui. Et alors? Merci à vous. Merci, toujours un plaisir de recevoir Gilbert Collard. La dialectique, député Front National du Gard, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.